Nous avons donc passé en revue les 7 principaux axes sur lesquels il vous faudra travailler pour pouvoir obtenir un site web complètement gratuit. Alors ces 7 axes-là, on les rappelle rapidement, sont le nom de domaine, l'hébergement, le certificat SSL, l'apparence visuelle, les fonctionnalités, le contenu et la promotion. La promotion intervient après que vous ayez rassemblé les 6 premiers facteurs. Ok, les 6 premiers axes ou éléments, etc. Parce que la promotion consiste à euh, parler au plus grand nombre de personnes des 6 premiers éléments, c'est-à-dire de votre nom de domaine ou pas, si jamais vous allez vers une version gratuite, de votre hébergement, de votre certificat SSL ou pas. En général, vous n'en aurez pas, ou alors vous allez opter pour un certificat SSL avec Let's Encrypt ou quelque chose de ce genre, de promouvoir l'identité visuelle, vos fonctionnalités et votre contenu. Donc, la promotion intervient un peu après. Nous allons nous focaliser maintenant sur certains outils qui peuvent vous permettre de gérer les noms de domaine, les hébergements, les certificats SSL, l'apparence visuelle, les fonctionnalités et le contenu de manière gratuitement. OK? Ou plutôt de manière gratuite. Bon, bref. Euh, alors, il y a des limites toutefois à considérer avec ces outils, et ces limites-là sont ce que moi j'appelle le prix à payer. C'est le prix que vous devez payer. Alors, vous ne payez pas d'argent, ok? Vous ne payez pas d'argent pour pouvoir avoir accès à ces choses-là, mais par contre, il y a des choses que vous n'aurez pas, ou alors des choses qui ne seront peut-être pas exactement comme vous l'auriez souhaité, pour que vous soyez capable d'arriver à ces résultats-là. Alors, quelles sont les choses qu'il faudra considérer avant d'opter pour un outil, quel qu'il soit? Alors, première chose à devoir considérer ou à devoir sacrifier, c'est le fait qu'il faudra que vous vous fassiez un nom. On entend souvent dire que euh, si par exemple vous avez un père qui a été très célèbre et tout le reste, et vous avez le même nom de famille que lui, on dira en général qu'il faudra que vous vous fassiez un prénom. Et si vous êtes dans un environnement où vous devez vous faire votre propre marque, etc., on dira souvent qu'il vous faudra vous faire un nom, tout simplement. Mais dans notre cas, il faudra que vous soyez prêt à vous faire un sous-nom de domaine. Parce que traditionnellement, lorsqu'on a un site web, on a un nom de domaine. Par exemple, sokawakata.com. Soit dit en passant, c'est un site web fantastique, magnifique, que je vous invite à consulter régulièrement. Ces derniers temps, nous avons un peu ralenti la fréquence de publication parce qu'on se concentrait à créer des cours structurés pour vous, mais nous allons reprendre la publication acharnée, des publications acharnées qui vont vous permettre de découvrir, d'apprendre et de comprendre davantage en technologie de l'information et en musique. Donc, allez consulter le site web qui est plein d'astuces en tout genre, en français, s'il vous plaît, ladies and gentlemen. Et en plus, nous avons des prix exceptionnels pour des prix et des promotions exceptionnelles pour les cours que nous offrons. Donc, très bien. Alors, traditionnellement, lorsque vous avez un site web, vous avez un nom de domaine. Google.com, Facebook.com, sokawakata.com, ceci, cela.ca, archiduchesse. Tout ce que vous voulez, etc. Sauf que lorsque vous allez dans la direction des sites web entièrement gratuits de A à Z, il faudra que vous vous fassiez à l'idée d'avoir plutôt un sous-nom de domaine. C'est-à-dire, il y aura un nom de domaine principal qui n'est pas du tout le vôtre, il appartiendra à quelqu'un ou à quelque chose d'autre, et puis le nom de votre site web viendra se greffer par après. Il faudrait que vous soyez à l'aise avec cela. Si ce n'est pas du tout une option pour vous, sortez de ce cours. Allez chercher un autre cours. Mais si vous voulez absolument avoir un site web gratuit de A à Z, ça fait partie des chemins par lesquels il vous faudra passer. Ce n'est pas nécessairement, comment dire ça, un handicap. Parce que moi, quand Internet débutait, je connaissais presque par cœur, à la lettre près, les noms de tous les sites web. Jusqu'à la racine, jusqu'à la fin de la page, je connaissais tout par cœur. Parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Et mes intérêts étaient relativement limités. Donc, tous les sites web, je les connaissais presque par cœur. Mais à mesure que Internet a grandi, j'ai oublié ça complètement. Aujourd'hui, il y a des sites web, je sais juste que je vais dans ce site web, mais je ne connais pas
l'URL du site web en tant que tel. Chaque fois que je veux aller sur ce site web, soit je me base sur les favoris, soit je vais sur un moteur de recherche Google ou autre et je tape une requête qui m'amène vers le site web. Et vous serez surpris de constater que certaines des adresses que vous aimez consulter ne sont pas des, comment dire ça, des noms de domaine pleins. Plusieurs des adresses que vous aimez consulter sont en fait des sous-noms de domaine. Donc c'est quelque chose slash quelque chose qui vous amène vers votre site web préféré. Donc c'est pas vraiment un problème, surtout si vous utilisez bien les liens, la publicité et tout le reste, ça va faire en sorte que les gens pourront accéder directement au contenu sans avoir à connaître tout le nom, les sous-noms, l'architecture, etc. Donc avoir un sous-nom de domaine n'est pas si critique que cela après tout. Autre enjeu à considérer, très important, c'est la bande passante. Alors, beaucoup de personnes n'en tiennent même pas du tout compte, mais la bande passante est critique. La bande passante, c'est, en résumé, le volume d'informations qui va vers votre site web et qui part de votre site web. Chaque fois que quelqu'un se connecte à votre site web, pour que l'information apparaisse sur son ordinateur, dans son navigateur, il faut qu'il télécharge les informations parce que les informations sont sur votre site web. Alors pour qu'elle quitte votre site web, pour arriver chez lui, elles doivent être téléchargées, c'est-à-dire elles partent de chez vous, de votre site web, pour chez lui. C'est téléchargé. Si à un moment donné, l'utilisateur doit envoyer des informations vers votre site web, par exemple, imaginez Facebook, vous voulez publier une photo sur votre profil, sur votre mur ou whatsoever, vous êtes en train de téléverser, c'est-à-dire les images quittent l'ordinateur de l'utilisateur et vont vers le site web de destination. Ça, c'est du téléversement. Alors là, l'information va plutôt de l'utilisateur vers la plateforme. Alors, tous ces allées et venues d'informations, ça utilise de la bande passante. La bande passante, c'est le volume d'informations qui circule de part et d'autre entre le site web et les différents utilisateurs. Alors, c'est une information que beaucoup de gens ne considèrent pas, mais qui vous est directement ou indirectement facturée lorsque vous achetez un nom de domaine. Alors, sur les hébergements classiques, voyons donc. Allons par exemple sur HostGator. Je ne sais pas s'ils en ont fait part. Je vais prendre un hébergement standard là. Par exemple, ici, là, dans les plans qu'ils offrent, vous voyez bandwidth, it is unmetered. C'est-à-dire qu'eux, ils ne la comptent pas du tout. Comment dire ça? Il n'y a pas de restriction. Ça veut dire, vous pouvez avoir 1 milliard de personnes qui viennent se connecter sur votre site web. Vous n'allez pas payer plus pour cela. Mais ça, c'est une information qu'il est très important de vérifier. En général, pour vérifier, il faudra utiliser l'option Compare All Plans parce que c'est elle qui vous permet souvent d'avoir la description précise de chaque option, de chaque plan. Et là, vous pouvez voir la valeur qui est permise pour chaque plan. Alors, de plus en plus de plans auront unmetered ou unlimited ou illimité ou alors ça ne finit jamais ou quel que soit le nom qu'ils vont mettre là-dessus pour vous dire que il n'y a pas de problème à ce que vous ayez un nombre important de personnes qui se connectent sur votre site web et qui lisent les informations. Mais si vous allez dans les hébergements gratuits, parfois au niveau de bandwidth, bande passante, vous aurez des limitations par jour ou par semaine ou par mois. On va par exemple vous dire que vous avez 50 gigas de bande passante. Ça veut dire que par mois par exemple, ça veut dire que sur un mois, vous ne devez pas avoir un trafic vers votre site web ou depuis votre site web qui soit supérieur à 50 gigas. Donc, par exemple, ça va limiter le nombre de personnes que vous pouvez accueillir sur votre site web. Si votre site web devient extrêmement populaire, vous ne pourrez pas continuer d'utiliser cet hébergement gratuit-là. Parce que lorsque vous atteignez la limite, soit le site web se bloque, ce qui est extrêmement désagréable, ça veut dire il cesse de fonctionner, ou rien de plus ne marche, ou il devient extrêmement lent, il devient inutilisable,
Ou alors, chez ceux qui sont un peu vicieux, là, pendant la procédure d'inscription, ils vous demandent vos numéros de carte de crédit et tout. Et dès que vous dépassez la limite, ils vous chargent. Ils vous, ils vous facturent cela. Et lorsqu'ils vous facturent, parfois ça vient à des prix euh, même plus chers que les hébergements classiques. Alors, il faut faire attention à cela. Donc, ça fait partie des éléments qu'il faudrait considérer et pour lesquels vous allez peut-être devoir payer un prix ou avoir des restrictions particulières. Prochaine limite, c'est l'espace disque. Quelle est la quantité d'informations que vous pouvez stocker sur votre site web? Dans les formules à hébergement gratuit, cet espace est généralement, je crois que je viens d'inventer un mot. Je vais faire ma demande de prix à l'académie là. Donc c'est en général limité chez les hébergements gratuits. Alors chez les hébergements classiques, c'est un méthode ou illimité, ou alors ils vont mettre un chiffre tellement gigantesque que c'est un chiffre presque inatteignable. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faudra par contre considérer. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les technologies actuelles, un site web standard classique n'a pas vraiment besoin d'un grand espace, ok? Vous n'avez pas besoin d'avoir un grand espace. Avec quelques centaines de mégas, vous pouvez avoir un site web tout à fait correct. Ah, désolé, c'est pas ce que je voulais prendre. Hosting. Donc ici, ils ont tout. Alors, pour faciliter la lecture, en général, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre juste les résumés des différents plans sur les pages de vente. Mais il faut en général chercher une option qui vous permet de comparer ou de voir les features en détail. Alors, si on compare ici, alors on peut voir que Disk Space, vous voyez par exemple dans le format économique, c'est limité à 100 gigas. Bon, 100 gigas, c'est quand même assez considérable comme espace, surtout si votre site web est extrêmement simple. Un site web vitrine ou alors un site web d'entreprise ou un... peut-être pas blog, parce que les blogs, ça peut vite grandir. Mais par exemple, à partir de luxe, ici, c'est illimité. Par contre, ici, là, ça ce sont des plans payants. Mais si vous voulez aller avec des hébergements gratuits, en général, l'espace disque sera limité. Alors, c'est important de garder cela en mémoire lorsque vous faites votre choix. Si par exemple, c'est une boutique que vous êtes en train de créer, dépendamment du nombre de produits que vous avez dans la boutique, ça peut vite devenir un frein. Parce que, en général, quand vous vendez un produit, vous voulez vendre le produit et présenter le produit, donc des images du produit. Alors, les images n'ont pas besoin d'être en 10 000 K, vitesse intelligence artificielle, réalité augmentée, tout ça. Vous n'avez pas besoin d'images spectaculaires, mais par contre, vous pourriez avoir une boutique avec des centaines de produits. Et par exemple, si vous vendez des t-shirts, ou je sais pas moi, parce que c'est en général les t-shirts qui sont disponibles en rouge, en vert, en bordeaux, en tout genre de couleurs, tout genre de taille. Donc parfois pour un seul produit, vous pouvez avoir facilement 10 images, 15, 20 images. Imaginez donc que vous ayez une boutique avec une centaine de produits, deux centaines de produits, ça fait beaucoup d'images. Et ces images-là, si elles ne sont pas optimisées, risquent vite, comment dire ça, d'absorber l'espace disque qui est mis à votre disposition. Ok? Et c'est également un enjeu si par exemple vous avez une boutique et il faut gérer la bande passante. Parce que toutes les images que vous affichez sur votre site web là, pour que ça s'affiche sur le navigateur de l'utilisateur, ça consomme de la bande passante, votre bande passante. Donc, si vous décidez d'aller avec un hébergement gratuit, il faudra faire attention parce que vous risquez d'être bloqué par la suite. Prochaine limite, c'est le nombre de sites web que vous pouvez accueillir.
Les hébergements payants à partir d'un certain niveau vous permettent d'héberger éventuellement plusieurs sites web. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un seul compte dans votre plateforme, mais vous hébergez par exemple sokawakata.com, vous hébergez encore sokaspecial.ca. Par exemple, vous pouvez héberger un troisième site web appelé je sais pas moi quoi, .fr, etc. etc. Avec les sites web à hébergement gratuit, parfois vous serez limité, parfois pas, parfois oui. Mais il y a une petite passe que vous pouvez utiliser. Si les sous-noms de domaine ne vous font pas peur, ben, vous pouvez avoir les sous-sous-noms de domaine qui, eux, peuvent vous permettre virtuellement d'héberger plusieurs sites web. Alors, autre chose qu'il faudra également considérer, c'est les adresses courriel associées. Quand vous avez un nom de domaine, par exemple sokawakata.com, vous pouvez avoir une adresse qui lui est associée. Par exemple, information@sokawakata.com ou contact@sokawakata.com. Lorsque vous utilisez les hébergements gratuits, certains vont vous permettre d'avoir quand même une adresse courriel associée, d'autres ne vont pas du tout vous le permettre. C'est important de le savoir. Alors, est-ce qu'il y a une mesure de contournement par rapport à cela? Oui, il y a une mesure de contournement. Si jamais la plateforme vous permet de créer les formulaires de contact, alors vous pourrez contourner cela parce que en général, vous avez besoin d'une adresse pour permettre aux gens de communiquer avec vous. Mais en réalité, les gens n'ont pas nécessairement besoin de connaître l'adresse par cœur, de savoir que c'est par exemple information@sokawakata.com ou contact@sokawakata.com. En réalité, les gens n'ont pas nécessairement besoin de le savoir s'ils ont par exemple un formulaire de contact qu'ils peuvent utiliser. Tout ce qu'ils veulent, c'est être en contact avec vous. Donc, si vous n'avez pas une adresse courriel associée, mais vous êtes capable de créer un formulaire de contact, c'est parfait. Si vous ne pouvez pas créer le formulaire de contact parce que les fonctionnalités sont bloquées et vous n'avez pas d'adresse courriel associée au nom de domaine, ça peut vite faire moins professionnel. Par exemple, vous avez un site web à, je sais pas moi, hasta la vista /sokawakata.com et puis vous avez une adresse Gmail ou Hotmail. Bon, c'est un peu un genre, ok? Ça fait un peu dissocié. L'idéal serait que l'adresse courriel que vous avez, si vous devez la fournir, qu'elle soit rattachée plus ou moins, mais plus que moins, à votre nom de domaine. Autre élément important à considérer, c'est les temps d'éveil. Par temps d'éveil, c'est le... En fait, j'exagère un peu, ce terme n'existe nulle part en technologie, mais c'est un peu le taux de disponibilité de votre plateforme. Parce qu'un site web, on s'entend, c'est pas comme une boutique classique, physique, qui peut s'ouvrir peut-être de 9h à 17h, par exemple. Un site web, théoriquement, c'est censé être disponible à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Donc, si quelqu'un a ses insomnies, il n'arrive pas à dormir ou je sais pas trop quoi, il peut se lever et venir acheter quelque chose sur votre site web, même si c'est à 2 heures du matin. Ça, c'est ce qui est vraiment très intéressant avec les sites web. Le problème avec certains hébergeurs web gratuits, c'est que parfois, votre site web ne sera pas disponible. Parfois, c'est connu. Il y a des heures fixes où ce n'est pas disponible, mais parfois, c'est pas connu. C'est de manière complètement aléatoire. Donc, ça peut être au beau milieu du jour, votre site web n'est pas du tout disponible. Et puis, vous ne pouvez pas vraiment vous plaindre parce qu'ils vous ont prévenu à l'avance qu'il y aurait des moments où votre site web ne serait pas du tout disponible. Donc, il faudra faire attention à cela. Si vous avez besoin d'un site web à très haute disponibilité, bah, soit vous ne venez pas dans un site web gratuit, soit vous prenez le temps de bien prévenir vos utilisateurs ou vous-même vous préparez à cela. La vitesse de la plateforme, là aussi c'est très important. Et certains des éléments que nous examinons ici, là, sont vraiment à considérer si vous optez pour les sites web complètement gratuits, mais ils sont également à considérer avec vos hébergements classiques lorsque vous allez avoir un projet plus standard. Euh, Beaucoup de gens ne les considèrent pas, mais c'est parfois ce genre de petits détails-là
qui feront la différence entre un hébergement à 50 $ et un autre à 30 $ ou à 10 $, etc., etc. Certaines personnes disent quoi, mais Soka, pourquoi même chercher des hébergements gratuits? Il y a des hébergements qu'on peut avoir à 1 $, à 3 $ par an, etc. C'est vrai, mais même dans ces formules-là, c'est important de regarder ces éléments. Ne regardez pas juste ce qu'ils vous offrent au départ là, c'est-à-dire il y a souvent des caractéristiques générales là, ces éléments, ne les regardez pas uniquement avant de choisir. Allez au fin détail, c'est important de savoir. Parce que moi, par exemple, j'ai travaillé sur une plateforme une fois. C'était pas moi qui l'avais choisi, c'était le client qui avait déjà choisi la plateforme. Et puis, à un moment donné, c'était une boutique en ligne. On s'est mis à rajouter les produits dans la boutique. Et puis, le site web s'est arrêté. Il a semblé redémarrer à plusieurs reprises. J'ai été excédé par la situation malgré ma zénitude légendaire. Et en examinant de plus près les paramètres, je me suis rendu compte que la base de données et le site web de manière générale étaient extrêmement lents. Donc à partir du moment où et c'était une boutique où il y avait, je ne sais plus, 400, 500 produits, quelque chose comme ça. Donc il y avait des traitements qu'on faisait par lot. Donc vous envoyez par exemple 10 produits à la fois. Non, c'était plus. C'était peut-être 50 produits ou 20, 25 produits à la fois. Le site web capote, il sort de son corps et puis il revient à la vie. C'était complètement misérable. Donc c'était difficile à gérer. Imaginez donc que le site web devienne populaire. Et soit dit en passant, c'était pas un site web gratuit. C'était un site web payant. Mais c'était une formule un peu cheap là, que le propriétaire du site pensait avoir déniché. Mais vraiment, il a dû se revirer de bord par la suite. Donc, c'est les éléments qu'il faut vraiment considérer parce que ça peut avoir des effets. Le nombre de CPU, il est clair que le site web, par exemple, on est chez qui là? On est chez GoDaddy, je pense. Le site web Economy, là, il a juste un processeur. On s'entend que la version Ultimate et Maximum seront pas mal plus rapides. Donc, si par exemple vous voulez faire du commerce électronique, il se peut qu'ici vous ayez certaines limitations. Pas parce que la bande passante est limitée ou le disque est limité, mais juste parce que le processeur est un peu moins rapide. Donc il y a des choses qu'il ne sera pas en mesure de faire aussi bien que ceci, par exemple. Même chose en termes de mémoire. Ici, il a juste 512. Là, il en a 2 Go. Là, il en a 1, etc., etc. Et dans les sites web gratuits, ces données-là sont encore plus importantes parce qu'elles auront des impacts sur la performance générale de votre site web. Le type, la taille et le nombre de bases de données. En général, dans le web, les bases de données utilisées sont MySQL ou MariaDB, qui sont des sœurs jumelles, mais qui ont décidé de changer complètement de nom. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Donc c'est important de savoir si la plateforme que vous allez utiliser utilise une base de données déjà, parce que certaines, bon, elles utilisent toutes des bases de données, mais certaines ne vous permettent pas d'exploiter la base de données. Donc, est-ce que vous avez la possibilité d'utiliser une base de données? Oui ou non? Si vous avez la possibilité d'utiliser une base de données, quelle est la nature de cette base de données? Est-ce que c'est du MySQL? Est-ce que c'est du MariaDB? Est-ce que c'est du MongoDB? Est-ce que c'est du NoSQL? Est-ce que c'est du PostgreSQL? Est-ce que c'est du SQL Server? C'est important de savoir la nature, le type de la base de données. Autre chose, la taille de la base de données et le nombre. Est-ce que vous avez droit à une base de données uniquement, ou deux, ou trois, ou 5 ou 10? Il faut connaître le nombre de bases de données disponibles et la taille de la base de données. Parce que parfois, vous pouvez avoir 50 bases de données disponibles, mais chaque base de données, c'est maximum, par exemple, je ne sais pas moi, peut-être 1 méga, la taille de la base de données. Alors, c'est bien beau d'avoir 50 bases de données à votre disposition, mais si elles sont limitées en taille à 1 méga, il n'y a pas grand-chose que vous serez capable de faire. Ce qu'il y a de bien avec les bases de données, notamment les bases de données MySQL ou MariaDB, c'est qu'elles peuvent contenir de gros volumes d'informations sans être très volumineuses. Donc dans une base de données de moins d'un méga, vous pouvez mettre pas mal d'informations, mais tout dépend de la nature des informations. Il y a des informations assez critiques hein, qui, dans une base de données de 50 mégas, ne peuvent tout simplement pas rentrer.
Ok, si vous avez par exemple une boutique électronique un peu complexe là, il se peut qu'une base de données de 25 mégas, ça suffise pas du tout. Ok. Par contre, si c'est un site web d'entreprise tout simple, il n'y a rien de fantastique, ou un site web vitrine tout classique, bah même si vous avez une base de données de 10 mégas, dans certains cas, ce sera plus que suffisant. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais les technologies disponibles, c'est aussi important de le savoir pour les serveurs web, parce que tous les serveurs web n'acceptent pas toutes les technologies. Et encore, la limitation est encore plus grande lorsque ce sont les hébergeurs gratuits. Donc, dépendamment de la technologie que vous comptez déployer pour votre site web, c'est important de savoir quelles sont celles qui sont disponibles, acceptables, compatibles avec la plateforme que vous aurez choisie. Les outils de construction, est-ce que ce sont les outils universels ou propriétaires? Ça, c'est aussi important de savoir parce que parfois, on va vous dire que l'hébergement est gratuit, mais pour pouvoir utiliser l'hébergement, vous devez utiliser les outils qui sont mis à votre disposition. Vous ne pouvez pas utiliser vos propres outils. Vous ne pouvez rien amener pour ne pas téléverser vos propres fichiers par FTP ou quoi que ce soit. Vous devez utiliser le bâtisseur de la plateforme. Et parfois, le bâtisseur de la plateforme n'existe que sur la plateforme. Donc, une fois que vous avez créé votre site web avec la plateforme, vous ne pouvez même pas télécharger ces fichiers et les reproduire ailleurs. Oubliez cela. Ok? Il y a des plateformes comme ça, que ce soit payant ou pas payant d'ailleurs. Ok? Ça, c'est ce sont des vérifications à faire en général. Ce qui fait que si c'est extrêmement propriétaire, ces outils-là, ça veut à peu près dire qu'une fois que vous commencez le projet avec cette plateforme-là, vous êtes condamné à continuer avec cette plateforme parce qu'il n'existe aucune autre plateforme qui sera en mesure d'exploiter les fichiers générés par cette plateforme-là. Donc c'est important de le savoir. Si vous ne voulez pas être limité, parfois il faudra réfléchir à 50 fois avant de faire votre choix. Alors la publicité, alors ça, c'est un des prix très intenses à payer parce que oui, vous ne payez pas pour cet hébergement, pour ces outils-là, mais il faut bien que ces plateformes-là vivent, il faut bien qu'elles payent leurs employés, il faut bien qu'elles payent l'électricité et l'espace associé aux serveurs qu'ils mettent à votre disposition. Et comment est-ce qu'ils font pour être payés? Certains utilisent la publicité, tout simplement. Ce qui veut dire que pour certaines des plateformes que vous aurez à choisir, vous aurez, oui, votre site web complètement gratuit, mais soit au-dessus, soit au milieu, en, soit en bas, vous aurez des publicités complètement aléatoires qui vont venir apparaître sur votre site web. Alors ça peut être intéressant parce que, ok, ça amène un peu de vie, parce que ces publicités en général, c'est des animations. Ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi contre-productif pour vous et votre contenu. Parce qu'il se peut très bien que ce soit des publicités AdSense, AdWords. euh, et ce qui se passe avec ce genre de publicité, c'est que ça analyse le contenu de votre site web et ça met des publicités qui sont relatives à ce contenu. Donc par exemple, c'est un site web de vente de téléphones portables, d'appareils mobiles. Donc ils vont mettre par exemple des publicités d'accessoires pour vos téléphones. Alors ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi dangereux parce que ça peut par exemple amener vos clients ailleurs. Ça peut faire la publicité même de vos concurrents. Ok? Par exemple, vous pouvez être un spécialiste de téléphone iPhone, Apple, mais ça met la publicité de Samsung. Ça, c'est pas bon, ça c'est pas bon du tout. Ou alors, vous avez un concurrent dans la même ville qui a, lui, décidé de payer Google pour faire la publicité. Vous avez votre entreprise là, et puis la publicité de votre concurrent apparaît. Avec les animations et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, ça dirige les gens plutôt chez votre concurrent. Donc ça peut être désastreux. Autre chose qui peut être désastreux, euh, c'est que ça met un contenu qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous vendez. Par exemple, vous vendez des livres, ça se met à mettre des publicités sur le Viagra ou je sais pas trop, des choses de ce genre qui n'ont absolument aucun rapport avec votre site web. Donc ça peut faire perdre de la crédibilité à votre site web, ce qui n'est pas bon non plus. Alors, autre chose à considérer, y a-t-il des interfaces d'administration? Oui ou non? Euh, Certaines plateformes ne vont pas vous proposer d'interface réelle d'administration. Ils vont vous proposer leurs propres outils.
Ça peut être une interface d'administration propriétaire, mais vous pouvez également avoir un peu de chance et avoir des interfaces d'administration universelles comme cPanel, Parallel Plesk. Vous pouvez également avoir des accès FTP ou pas. Alors, si vous avez des accès FTP, ça peut vous donner une certaine marge de manœuvre parce que vous pouvez vous-même envoyer vos propres fichiers dans la plateforme et les piloter par la suite. Si vous n'avez pas d'accès FTP, parfois vous êtes condamné à utiliser les outils mis à votre disposition et ces outils peuvent parfois être limités. Le support, alors avec les formules à hébergement complètement gratuites, parfois vous n'avez pas vraiment de support. Soit vous devez aller au niveau du forum pour lire les questions qui ont déjà été posées et voir si vous pouvez avoir votre solution. Vous pouvez peut-être dépendre des utilisateurs, ce qui peut parfois être extrêmement positif. Mais vous avez aussi parfois des utilisateurs qui semblent avoir dormi dans l'espace pendant 1500 ans et puis ils reviennent des années plus tard dans une époque qu'ils ne connaissent pas. Ils se mettent à parler une langue qui a disparu ou à demander des choses qui n'ont aucun sens. Il fait des propositions venues d'ailleurs. Bon. Donc ça peut être parfois une source de perte de temps. Parfois, vous ne pouvez communiquer que par téléphone, ou parfois, pas par téléphone, c'est rare par téléphone, par courriel plutôt. Et parfois, les délais de réponse sont très longs. C'est-à-dire, vous envoyez votre question aujourd'hui, c'est peut-être 3 jours plus tard ou une semaine plus tard, s'il daigne même vous répondre. Donc, si vous décidez d'aller avec ce genre de formule, vous devez être prêt à vous débrouiller par vous. Vous devez être débrouillard très souvent. Vous devez être vraiment être prêt à être débrouillard. Alors, on parlait tout à l'heure de comment est-ce que ces gens-là se font de l'argent. Parfois, ça peut être par de la publicité, mais parfois, ça peut être par des moyens un peu moins, comment on dit, vertueux, euh, comme par exemple la vente des informations personnelles. Alors, certains vont, ça n'arrive pas tout le temps, mais il y a, vous savez, Internet est plein de, il y a des anges et des démons partout. Donc, certains d'entre eux vont créer ce genre de plateforme dans le seul but de pouvoir analyser ce que vous faites avec ces sites web-là et vendre ces informations au plus offrant. Donc, ça peut être juste vendre les informations d'utilisation, mais ça peut aller parfois aussi loin que vendre carrément vos informations, parce que vous allez créer des comptes, etc., avec vos noms, prénoms, parfois vos adresses et tout le reste. Euh, Ça se peut que certains d'entre eux vendent ces informations-là à des tiers et que vous soyez à un moment donné bombardé par des publicités un peu gênantes et tout le reste. Donc si vous décidez d'aller avec ce genre de truc, ça pourrait être intéressant pour vous de créer une adresse fantastiquement fictive là, qui n'a aucun rapport avec vous. Vraiment, le genre d'adresse courriel qui, si jamais elle est piratée ou vendue, ça ne fera de mal à personne. Donc, créez-vous une identité. Appelez-vous Luke Skywalker ou alors Denver le dernier dinosaure ou Alice au pays des merveilles ou des adresses fantaisistes comme ça là. Et puis, utilisez ce genre d'adresse pour créer vos comptes. OK? Parce qu'on s'entend, peut-être certaines situations vont vous contraindre à utiliser des sites web entièrement gratuits. Euh, mais ça peut être difficile de bâtir quelque chose d'absolument sérieux sur le long terme avec. Alors, protégez-vous quand même. Alors, ça, ce sont juste quelques-unes des limitations, mais il peut en avoir tellement d'autres. En général, ce genre de plateforme va vous proposer euh, une sorte de politique ou de canevas où ils vont entrer en détail sur les choses qu'ils vous permettent de faire et les choses qu'ils vous interdisent de faire. Certaines plateformes proposent des espaces disques illimités, mais ils vont par exemple vous dire que faut pas mettre des vidéos à l'intérieur, donc vous pouvez pas téléverser des vidéos, ou alors c'est illimité, mais la taille d'un fichier individuel ne peut pas être supérieure à, je sais pas moi, à peut-être 50 mégas. Donc ça fait que si vous avez une vidéo de plus de 50 mégas, vous ne pouvez pas la mettre là, même si vous avez un espace illimité à votre disposition, par exemple. Vous ne pouvez pas, par exemple, streamer de la musique ou de la vidéo,
Bref, ils ont tout un tas de règles qu'il est important de regarder. Ces règles ne sont pas universelles, elles changent d'une plateforme à l'autre. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre connaissance des politiques de la plateforme avant de vous engager. Mais ce que vous devez retenir, c'est que c'est parfaitement possible d'avoir un site web entièrement gratuit, mais par contre, il y aura probablement un prix à payer. Yeah.